En Grèce, les trains mettent de bonne humeur. Les bateaux n'ont peur de rien. Tant que ça bouge, c'est que ça flotte. Eh ben, ça flotte bien, hein? Et les estomacs sont dans l'assiette. C'est une soupe d'estomac de veau mixé. Alors, pour aller découvrir la Grèce qui se cache derrière la carte postale et y rencontrer des têtes couronnées, Vous avez l'air comme d'une reine face au port. Il me manque la couronne. pour faire demi-tour avec la force d'Hercule et pour chercher la petite bête avec une passoire à thé, Ah! En voilà une. le train c'est pas mal. La Grèce, ces petits villages tout blancs, perchés sur des îles sublimes, son acropole, ses terrasses joyeuses, tout ça, c'est la Grèce que j'adore. Mais cette fois, j'ai envie de me laisser porter par les trains grecs de tous les jours, d'aller là où les visiteurs sont plus rares, d'aller hors saison dans une Grèce moins connue, une Grèce qu'on n'imagine pas. Et j'ai décidé de commencer mon voyage dans une petite bourgade tranquille, au pied du mont Olympe, la bourgade de Larissa, Larissa et sa gare. Petite gare grecque, bien dans son jus, pas trop ripolliné, j'aime bien ça. Puis qui permet de réviser son alphabet grec avec le nom de la ville. Donc, lambda pour L, A pour A, Rho qui a une forme de P mais qui est un R. Voilà, ainsi de suite. J'aime bien l'ambiance. Larissa est située sur la ligne principale du pays, mais l'ambiance reste à la cool. C'est marrant, il y a un pop là-bas qui... Je sais pas ce qu'il fait. Allez, je crois qu'il bénit le train. Kalimera. Bonjour. Je peux vous parler un petit peu? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de bénir le train? Oui, tout à fait. La Grèce est un pays orthodoxe. Donc nous avons l'habitude de tout bénir. De bénir les gens, mais aussi leurs maisons, leurs terres, leurs bêtes, leurs voitures, des bateaux, des avions. Et donc, pourquoi pas aussi des trains? Par exemple, pour ce train, je fais une bénédiction afin qu'il reste bien solide et qu'il continue de rouler sans aucun problème de sécurité. Ah mais c'est marrant ça. Mais qui vous demande de bénir le train? C'est la compagnie de chemin de fer? C'est des voyageurs? Vous venez de vous-même? Comment ça se passe? Ça peut être l'entreprise, le propriétaire, ça peut être les croyants. D'ailleurs, ce sont bien souvent les fidèles qui me le demandent. Et ce qui m'est pas, c'est de voir un pop, un prêtre, bénir un train comme ça au milieu de la gare, au milieu de tout le monde. Et effectivement, ça a l'air de choquer personne. Pourquoi ça choquerait? Que les voyageurs soient pratiquants ou non, ça ne peut que leur faire plaisir de voir qu'on fait une bénédiction. Vous avez d'autres trains à bénir ou c'est fini?
Si on me le demande, je peux bénir tous les trains du monde et même tous les voyageurs. Parce que les trains transportent des vies humaines. C'est là où les gens se rencontrent. C'est aussi un moyen de se divertir, de partager. Donc le train apporte aux hommes de la paix, de l'amitié, de belles relations humaines. Ben, merci beaucoup. Efkaristo. Ah, Merci. merci. Να είστε πάντα καλά. Και στην έρευνα. Et voilà, je crois que c'est la première fois que je monte dans un train béni. Et visiblement ici, rien de surprenant. Je file vers le nord, en direction de Thessalonique. Votre ticket, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que ça vous fait d'être dans un train béni? Oui, le train est béni. Et moi en plus, à chaque fois que je monte dans le train, je fais un signe de croix. Ah bon, vous signez avant chaque voyage? Moi, Ah ouais. toujours. C'est important d'avoir une protection divine. Ça te permet de rentrer sain et sauf à la maison. Et je demande aux voyageurs aussi. Vous avez vu que le train avait été béni juste avant le départ et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais, j'ai vu. Pour moi, c'est bien. Ça me rassure. Je me sens protégé. Et alors, ce que vous avez dans les mains, là, c'est un chapelet, c'est pour des prières? Ah non, ça c'est pas religieux. Ça permet de ne penser à rien. Ça me vide la tête. Ah oui, donc vous, ce qui vous détend, c'est juste de passer les grains, c'est tout. Et de tourner. Oui, mais moi j'essaye d'être discret avec mon komboloï. C'est le nom du chapelet. Pas comme d'autres, qui jouent en faisant trop de bruit. Tu vois, je le fais simplement tourner comme ça, pour passer le temps. Et c'est quoi cette sonnerie-là? Elle est marrante? C'est un air de flûte. Un air de berger qu'on joue le soir quand on sort ses bêtes. Et pourquoi vous avez un air de flûte de berger sur votre téléphone? J'ai mis ce morceau parce que moi aussi, quand j'étais enfant, je jouais de la flûte. J'étais berger. Ça rappelle la montagne. Oui, oui, j'arrive, oui. Bon, ok. moi je vais vous dire au revoir. Efkaristo, Merci à vous. vous descendez là. Bon voyage. Ça a l'air très cool. Je trouve les gens très cool là. Première gare, premier contrôleur, premier prêtre. Tout le monde est très relax. Tu sais, en Grèce, tout le monde est comme ça. Détendu, heureux. Et d'ailleurs, regarde, on passe au pied du mont Olympe. Ouais. Comment ne pas être détendu devant ce beau paysage? Et c'est magnifique. Merci. De rien, bon voyage. Je sens que ce voyage dans la Grèce des terres, la Grèce loin des hauts lieux touristiques, s'annonce bien. Ici, c'est la vie de tous les jours qui s'observe et se déguste avec délice. Me voilà à Thessalonique. C'est la deuxième plus grande ville de Grèce. Elle est moins dans la lumière que sa sœur aînée, Athènes, mais elle a un vrai charme. Et surtout, un vrai bord de mer très animé. Et encore moins couru que Thessalonique, l'arrière-pays de Thessalonique. C'est une autre Grèce qu'on n'imagine pas du tout. Une Grèce verdoyante avec des champs de fleurs et des lacs. C'est ici que j'ai rendez-vous avec un pêcheur pas comme les autres. Je vois de l'orange fluo au milieu des roseaux, ça doit être là. Il a l'air très concentré. Kalimera. Bonjour. Καλημέρα. Bon, je vais mettre mon sac au sec.
Ça va? Ça va. Qu'est-ce que vous cherchez là dans ces marais? Je viens souvent ici. Je cherche des petites bêtes, mais qui ont des vertus médicinales. Vous cherchez des petites bestioles pour soigner? Des bestioles qui sont dans l'eau, sur l'eau, qui volent, qui nagent, qui quoi? Ce sont des petites bestioles qui vivent habituellement dans l'eau, mais elles peuvent aussi vivre 5 à 10 heures hors de l'eau. Ah bon? Et il y en a là, ça pique, ça mord, c'est agressif, on marche dessus? Non, elles ne sont pas agressives. Ces petites bêtes sont cachées dans l'herbe et parfois elles en sortent. D'ailleurs, j'utilise mon bâton que j'agite pour faire bouger l'eau et faire du bruit. Parce que je sais que ça les excite. Elles s'imaginent alors que c'est un animal qui arrive. Et donc, elles sortiront de leur cachette et là, elles pourraient bien te mordre, notamment les pieds. Elles essaient d'attaquer l'animal. Et bon? Et alors, on est en danger ou pas? J'espère bien qu'elles t'attaquent parce qu'après, je pourrai les prendre sur toi pour les mettre dans mon bidon. Mais n'aie pas peur, au pire, elles te feront juste un petit pincement, mais qui ne te fera pas de mal. Un petit pincement qui fait pas peur. D'accord, très bien. Eh ben, on va y aller. On cherche. Vous voulez que je vous tienne ça? Vous me tenir. Mais ça a quelle couleur? Elles sont vertes et marron. Vous en trouvez? Non, ce n'est pas notre jour de chance, on dirait. Ah bon? Ben, elles attaquent pas beaucoup, hein. Et ce que j'aime bien, c'est votre instrument de pêche qui est quand même de conception très personnelle. Ah ça, c'est mon outil à moi. J'ai récupéré une vieille passoire avec laquelle je faisais du thé. Et je l'ai scotché au bout d'une vieille canne à pêche. C'est sympa. Ça fait bien le job. Là-bas, ça bouge, là-bas. Ah! En voilà une. Ah, c'est ça. Ah, mais j'ai pas eu le temps de voir. Bon. Là. Elle doit être énorme, celle-là. Ah! Ah, dis donc, ah, c'est ça! Ah, mais ça, c'est une sangsue, on appelle ça une sangsue. Regarde, de ce côté, c'est sa tête avec sa bouche. Et de l'autre, c'est là où elle se fixe. Et celle-là, on dirait qu'elle est bien pleine. Elle a dû manger quelque chose vu la taille de son ventre. Qu'est-ce qu'elle a mangé? Les sangsues, ça aspire le sang. Donc là, elle doit être pleine. Mais je ne sais pas si c'est du sang de grenouille ou de poisson. En mangeant une seule fois, elle peut vivre jusqu'à 2 ans, sans manger. Ah, quelle drôle de bestiole. Du temps de ma grand-mère, c'était le médicament, le remède à toutes les maladies. Dans les villages, tout le monde avait une bouteille ou un bocal avec des sangsues dedans. Et donc, dès que tu étais malade, t'avais n'importe quoi, on te posait des sangsues sur ton corps. Et là, si vous mettez la sangsue sur votre main, elle va direct aspirer votre sang. Oui, si elle a faim. Si la sangsue est sur ta main ou ton corps, elle va écouter ton sang qui circule dans les veines. Et elle va aller là où tu as un caillot, par exemple. C'est là qu'elle va mordre et aspirer ton sang. Elle aspire le sang là où il y a un problème. Exactement. Tu veux essayer sur ta main? Ben non, elle va... Ça ne fait pas mal. Ça ne te fera que du bien. Mais elle va aspirer le sang direct? Je pense qu'elle aimerait bien rester 1 heure accrochée à boire ton sang. Sur ma main? Ouais. Non.
Si, ça te fera du bien. Et si je la mets sur ton dos, ce sera bon pour ton cœur. Mais c'est plein de saleté, c'est dans l'eau sale et tout, elle va m'infecter. Mais non, parce que là où vivent les sangsues, l'eau est bonne. On pourrait même la boire. Elle est de bonne qualité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les sangsues sont rares. Car avec tous les produits chimiques, l'eau est de plus en plus polluée. Du coup, la population des sangsues diminue. Mais si je suis là, c'est que l'eau est propre. Donc, il y a des sangsues. Bon. J'ai le droit de réfléchir? Ok, si tu veux. Dans ce cas-là, je te la garde. Ah, ça, c'est votre bidon à sangsues. Il faut de la patience, hein. Avant, j'étais taxi, mais les sangsues, c'est devenu ma passion. Alors, je les récupère et je les donne à des médecins et des cliniques. Ah bon. On ignore ça, hein. Et tu peux même la mettre sur tes yeux et après, tu n'auras plus besoin de lunettes. Oui, mais je vais pas essayer tout de suite. Je te dis, il faut que je réfléchisse. Je te le dis, ça te fera du bien. Bah, allez-y, mettez une sangsue sur vos yeux, là, on va regarder. Et si tu veux, je t'emmène chez mon médecin et tu verras comment les sangsues soignent. T'es d'accord? Je regarde si vous n'avez pas une sangsue dans la main, donc ça va. Ok, donc, pour aller voir comment on pratique la sangsue dans le secteur, ça se passe dans un petit cabinet en centre-ville de Thessalonique. C'est là? Bonjour. Bonjour. J'ai apporté les sangsues. Bonjour. Bonjour. Les voilà. Ah, c'est parfait. C'est tout ce dont nous avons besoin. Et le plus surprenant se passe au fond du cabinet. Il y a là des patients prêts à offrir leur corps à toutes ces petites bestioles. Ça va? Ça va. Vous êtes prêts à vous faire mordre? Totalement prêt. Et ce n'est pas la première fois. Allez, non, alors ça... C'est la sangsue qui choisit l'endroit où elle va se fixer. Et là, ça y est, elle a mordu. Vous avez senti quelque chose? Absolument rien. Rien du tout. Comme une petite piqûre d'insecte. Pas plus. Quand elle commence à se nourrir, parfois elles s'endorment un peu. Donc faut les réveiller. Ah. Elle est tellement bien qu'elle s'endort. Allez ma petite, fais ton travail, mange et aspire. Et une fois qu'elle a aspiré suffisamment de sang, qu'elle s'est suffisamment nourrie, elle se détachera toute seule. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Et combien de temps ça va aspirer, là? Dans certains cas, ça peut durer 1h30 ou 2. Je mets un petit coton entre la peau et la sangsue. Parce qu'en fait, parfois la sangsue sécrète un liquide qui peut irriter la peau. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sangsues qui sont en train de vous sucer le sang. Et vous faites ça souvent? Tous les 6 mois environ. Et je crois que c'est la raison pour laquelle je suis en bonne santé. Ah d'accord. Donc vous êtes convaincu que si vous êtes en bonne santé, c'est grâce aux sangsues? Ah oui, bien sûr. Et alors vous, ça vous fait quoi de voir vos petites bêtes à l'ouvrage? Est-ce que vous êtes fier d'elles? Bien sûr. Je suis content que mes petites sangsues aident les gens à être en bonne santé. Et puis, c'est une vieille tradition. Une thérapie qui date tout de même d'Hippocrate. Ça n'est pas rien. Et voilà, c'est fini. Quand elle a mangé à sa faim, tu vois, la sangsue se détache toute seule.
d'elle-même. D'accord. Et donc il vous reste des petits trous et ça saigne un peu. Et ça fait toujours pas mal? Non, rien du tout. J'ai le sentiment d'être plus léger. Et vous? Vous voulez pas essayer une ou plusieurs sangsues? Oui, ben, j'ai toujours besoin de réfléchir. C'est long ma réflexion. Merci beaucoup. Pour réfléchir au calme, je décide d'aller dans une région que les Grecs connaissent bien. Mais curieusement, pas trop les visiteurs étrangers. Cette petite pépite est la région du Mont Pélion. Il y a là-bas un golfe splendide, un climat plus tempéré et surtout une voie ferrée pas comme les autres. Une ancienne petite voie qui servait autrefois à descendre les pierres des carrières des montagnes vers la mer. Et qui est devenue, avec le temps, la balade du dimanche. Les Grecs l'adorent, on y vient de tout le pays. Je vais aller voir un peu la loco. Je peux monter? Kalimera. Kalimera. Bonjour messieurs. Le petit train circule toujours sur la voie étroite du début et la loco diesel d'aujourd'hui a une forme qui évoque la loco-vapeur de l'époque. Vous avez un beau train. C'est le plus beau de Grèce. Ah, c'est le plus beau. Il n'y a pas mieux. Sûrement pas. Et alors, qu'est-ce que ça fait de conduire un train qui est sur une voie aussi petite, aussi étroite? C'est quoi les inconvénients? Il faut être vigilant. Ça ne pardonne aucune erreur. Il y a beaucoup de virages et ils sont serrés. Il ne faut donc jamais dépasser une certaine vitesse. Ah oui, parce que comme la voie est étroite, c'est pas stable et ça peut, au pire, basculer. C'est ça. La balade est plutôt sympa, mais très vite, il y a comme un os. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi vous vous arrêtez? C'est à cause de la végétation sur les rails. L'herbe nous fait glisser. En fait, cette région du Pélion est une zone très protégée. On ne peut donc pas désherber les rails avec des produits chimiques. Alors parfois, il y a trop d'herbe et ça fait patiner les roues. Ah oui, ça glisse sur l'herbe. Autrefois, quand les trajets étaient quotidiens, l'herbe n'avait pas le temps de repousser. Mais aujourd'hui, le train ne passe qu'une fois par semaine, alors il faut faire beaucoup plus attention. Ah, ça y est, c'est passé. Et des fois, vous restez complètement bloqué? Non, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mais on m'a raconté qu'à l'époque des trains à vapeur, quand on avait épuisé toutes les solutions, on demandait aux voyageurs de descendre et de pousser le train. Ah, ok. Eh ben, merci. De rien, ça nous a fait plaisir. Ce petit train qui patine un peu réussit quand même à faire le bonheur des Grecs de toutes les générations. Terminus du train, tout le monde descend, et pour le retour, on retourne la loco à la force des biceps. Aux alentours, les villages vous emmènent ailleurs. Les maisons ont un style plus balkanique, avec un premier étage plus large que le rez-de-chaussée, des volets de bois, des toits de pierre. Mais ce qui ne change pas, et ce que j'adore, c'est l'ambiance.
Les petites terrasses au centre du village, à l'ombre du gros arbre, avec une vue magnifique, une atmosphère familiale, la possibilité de savourer une bonne moussaka ou de prendre un café grec à toute heure. Merci. Et c'est le café, alors café grec, nous on dirait café turc, mais il ne faut pas le dire trop fort ici. Ici c'est grec, c'est pas turc. Mais c'est pareil. Le café est authentiquement grec. Aucun doute. Ok. Eucharisto. Ah, les villages grecs, c'est toujours le même phénomène. On s'y sent immédiatement en vacances, relax, et on se jure intérieurement à chaque fois que toujours on y reviendra. Le train m'emporte à nouveau, et cette fois j'ai décidé de me laisser emmener jusqu'à Athènes. Et dans ma tournée ferroviaire de la Grèce méconnue, j'ai décidé d'aborder la capitale d'une manière pas comme les autres. Je vais vous donner un petit conseil, un petit secret. Si vous voulez arriver à Athènes d'une manière assez originale et assez chouette, je vous conseille ce petit chemin-là qui a l'air de rien, mais qui en fait s'appelle la Voie Sacrée. Il passe à travers le cimetière de Kéramikos. Et en fait, c'était une des voies principales pour arriver à Athènes. Et c'est vrai que là, dans ce décor, en passant au milieu de ces ruines et avec l'acropole là-bas sur les hauteurs, vous avez vraiment l'imaginaire qui travaille. Vous avez l'impression d'être comme un voyageur qui arrive dans Athènes il y a environ 2500 ans. C'est très chouette. Alors évidemment, je vais faire un tour sur l'acropole, ce plateau qui s'élève au cœur de la ville, l'un des lieux les plus visités au monde. Durant l'Antiquité, il fut un sanctuaire religieux, avec plusieurs temples, dont le fameux Parthénon, tout de marbre, dédié au culte d'Athéna, la protectrice de la cité. Athènes, ce sont aussi les petites ruelles du quartier de Plaka, inondées de terrasses, où l'on aime bavarder jusqu'au bout de la nuit. Mais j'ai très envie d'aller rôder un peu dans l'Athènes de tous les jours, l'Athènes des Grecs qui vont faire leurs courses. Je file donc vers les halles centrales. On y retrouve tous les métiers de bouche, mais avec, je ne sais pas pourquoi, une tendresse particulière pour tout ce qui est boyau, tripes et tripaille. Je découvre qu'il n'y a pas que dans la ville de Caen qu'on aime les tripes. Alors, quand on vient aux Halles, tout le monde vous dit Kalimera. Tout le monde vous dit qu'il faut venir manger la pazza. Pas la pasta, mais la pazza. Et alors, vu ce qu'il y a dans les Halles, je m'attends au pire, mais je pense qu'il faut vivre toutes les grandes expériences dans la vie. Mais bon, ça a l'air bon ou c'est plein ici? Ah, oula, ça c'est une soupe. Et voilà. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est la pazza. Oui, la pazza, c'est un mélange de pieds de bœuf et d'estomac de veau. Un mélange de pieds et d'estomac. Ah, ça c'est quoi? C'est le pied? Oui, ça c'est le pied entier. Dans la soupe, c'est le même, mais il est broyé et mélangé avec l'estomac, qui lui aussi est découpé. Ah, d'accord. C'est plein de vitamines, notamment la E. C'est un bon médicament. C'est plein de collagène. Oui. Donc c'est bon pour les articulations, Ouais. les os, la peau. C'est formidable. Bon. Mais je suis pas malade, j'ai pas besoin de médicaments. Ça régénère la peau. Et c'est aussi une sorte de botox. Vous voulez dire que j'ai besoin de botox? T'en auras besoin un jour. Et pense au soleil qui attaque ta peau. Mais avec ce pied de bœuf, ta peau résistera mieux au soleil. Alors, ça soigne, d'accord, j'ai compris. Mais est-ce que c'est bon?
Goûte. Et si j'aime pas, j'ai le droit de vous le dire? Si t'aimes pas, tu me le diras pas. Enfin, pas tout de suite. Ah, j'ai pas le droit de dire que c'est pas bon tout de suite. Bon, c'est pas très agréable à entendre, mais vas-y, goûte. D'accord. Je prends une deuxième avant mon verdict. Je vais prendre une troisième avant mon verdict. Et goûte le pied aussi. Je prends une quatrième avant mon verdict. En fait, c'est bon. En fait, c'est bon. Mais c'est bon. Merci. J'aime bien. Merci beaucoup. C'est bon. Mais c'est bon. En fait, ça a le goût un peu de la tête de veau, mais sans les morceaux. C'est-à-dire sans le côté dur ou un peu gélatineux. C'est que le bon goût. C'est pas les inconvénients. Oui, ça pourrait. Tu n'es pas loin. Tu sais, dans le nord de la Grèce, il y a 3 types de patsa, dont une avec la tête. Bah écoutez, franchement, c'est très bon. Mais alors, le secret pour apprécier, c'est qu'il faut surtout pas aller se promener dans le marché avant. Il faut rien voir. Il faut venir faire comme ça. Il faut s'asseoir et manger. Et si on n'a pas vu, c'est super bon. Merci. Caristo. Merci à toi. Et moi, je termine ma petite assiette. Je crois que je l'aime bien, ce petit voyage dans la vie des Grecs. Les Grecs de tous les jours. Je décide donc d'aller prendre un train du quotidien à la gare d'Athènes. Un train qui, cette fois, file vers l'ouest, vers le Péloponnèse. Kalimera. Vous avez énormément de bagages. Où est-ce que vous allez? On fait nos études à une demi-heure de Patras. Et donc là, on prend le train pour aller à la fac. Vous allez à la fac avec tous ces bagages? Qu'est-ce qui se passe? C'est tous vos cours? Vous avez beaucoup à apprendre. On a tout pris. Nos cours, nos livres, nos vêtements, la nourriture. En fait, on est parti pour 3 semaines de cours. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que vous avez emmené comme nourriture? Quand on est grec, qu'est-ce qu'on emmène partout avec soi? Les bons petits plats de maman. Comme les toasts, les biscuits, des petits jus aussi. Bref, tout ce qui est bon. Et qu'est-ce que c'est les bons petits plats de maman grecque? À quoi ça ressemble? Je pourrais voir si c'est pas trop compliqué à déballer. Malheureusement, tu verras rien. C'est trop tard. J'ai déjà tout mangé. Ah, vous avez déjà tout mangé, vous? Bah, bravo. Ouais, c'était des petits haricots trop bons. Et vous avez mangé des haricots là, maintenant? Dans le train? Non, mais ce matin, je suis arrivée très tôt à la gare, à 6 heures. Alors, avant que le train n'arrive, je leur ai fait leur sort. Et vous êtes fiers? Oui, carrément. Et est-ce que maman va le savoir? Que vous les avez mangés dans ces conditions, ces haricots? Parce que, est-ce que c'est bien respectueux? J'espère bien, parce que les haricots, elle les réussit très bien. Et elle le sait. Je lui ai souvent dit. À peine elle me les donne que je les mange aussitôt. Alors là, elle va bien le prendre. En tout cas, vous avez l'air sympa. Qu'est-ce que vous allez étudier comme ça, loin, perdu dans le Péloponnèse? On fait des études de physiothérapie à Aigion. Quand nous aurons notre diplôme universitaire, on pourra alors faire des massages. Nous serons à même d'aider les écoliers ou des personnes âgées, par exemple, et les aider en cas de problème. S'ils ont des douleurs, on les aidera à les surmonter et à se sentir mieux. Et est-ce que vous pourrez aider les patients qui ont mangé trop de haricots? Non, je doute que nos massages puissent aider. Eh bien, merci beaucoup. Efkaristo. De rien, merci à toi. Et si j'ai pris ce train, c'est aussi parce que j'ai une petite idée derrière la tête. C'est parce qu'il passe par une gare dont le nom va tout de suite vous dire quelque chose. Je vais descendre à la gare de Corinthe. Alors Corinthe, ça vous fait peut-être penser aux raisins, mais Corinthe, c'est aussi et surtout, voilà, le canal de Corinthe.
Il est magnifique. C'est plus qu'un canal, c'est une splendeur. Une ligne droite parfaite, creusée dans la roche, jusqu'à 63 mètres de falaise à pic. Et puis, le canal de Corinthe, c'est toute une histoire. Le premier coup de pioche a été donné en l'an 67 après Jésus-Christ. Et il a été donné pas par n'importe qui, il a été donné par Néron, en personne. Avec, selon la légende, une pioche en or. Alors, il a donné le premier coup de pioche, et les suivants, c'était pour des prisonniers. 6000 prisonniers forcés à travailler là, à creuser le canal. Les travaux n'ont pas abouti. Il a fallu attendre le 19e siècle pour que l'ouvrage soit vraiment réalisé. Alors, on ne peut pas quitter le canal de Corinthe sans que je vous montre quelque chose de très important, mais quelque chose qui est très peu connu. Vous voyez ce petit chemin-là, qui a l'air de rien, et pourtant sur lequel il ne faut pas marcher, il faut en prendre soin. Ce petit chemin de rien du tout, c'est peut-être l'ancêtre du train, le premier train qui ait existé sur cette planète. Oui. Et ça se passe en l'an -600 jusqu'en l'an 1. Et c'est pas tout jeune, parce qu'avant que le canal de Corinthe n'existe, on faisait déjà passer les bateaux par le même raccourci, mais sur la terre. C'était pas simple. Il fallait sortir les bateaux de la mer. On les mettait, selon une des théories, sur une sorte de chariot avec des roues, et on les tirait soit par des animaux, soit par des hommes, jusqu'à la mer suivante. Et c'était un convoi extrêmement lourd, difficile à diriger. Et pour éviter que ça parte comme ça sur les côtés, eh bien, à certains endroits, on avait mis des pierres sur le côté qui guidaient les roues. Eh bien, des roues guidées, pour certains historiens, c'est tout simplement l'ancêtre du rail. Après ce chemin de pierre, qui serait le père du chemin de fer, je retourne sur les rails en direction du port du Pirée, près d'Athènes. C'est ici que les monstres de fer, les énormes ferries, vous embarquent pour les îles. En Grèce, des îles, il y en a des milliers. Et pour ce voyage, j'ai décidé d'aller dans les Cyclades, mais pas tout à fait comme les autres. J'y vais hors saison et je vais essayer d'atteindre une île où personne n'est censé aller. Me voilà sur un ferry désert, avec la sensation d'aller me perdre quelque part, loin du monde, d'être bizarrement comme privilégié, alors qu'il fait gris et frais. Pour mon périple, je dois faire une escale à Amorgos, une île célèbre des Cyclades, où a été tourné le film Le Grand Bleu. Elle est très courue l'été, mais là, elle semble comme prise de langueur, indifférente au temps, menant sa propre vie, sans se soucier du monde extérieur, jouissant de sa tranquillité avant l'arrivée des vacanciers. Mais moi, je veux aller plus loin, essayer d'aller sur une île qui n'est même pas desservie par les ferries. Une île où vivraient quelques irréductibles Grecs accrochés à leur bout de rocher. Elle s'appelle Kinaros, et pour y aller, je me suis débrouillé pour entrer en contact avec un pêcheur qui accepte de m'emmener. On va mettre combien de temps là pour y aller à Kinaros? Entre 2 et 3 heures. Ça dépend du vent. Ah bon? On peut y aller là? Ça va secouer ou pas? Oui, ça va un peu bouger, mais ça devrait le faire. Ça va un peu bouger. D'accord. Quand c'est un marin grec qui vous dit ça va un peu bouger, ça me fait toujours un peu peur. Et donc ça, c'est votre bateau, on va avec ça? Ne t'inquiète pas, mon bateau, il est bien résistant. Viens, on y va. Me voilà donc embarqué pour Kinaros, une petite île coupée du monde, mais a priori, pas du vent.
dès la sortie du port, ça bouge pas mal dans la cabine du pilote. Mais il y a beaucoup de gens comme ça qui vivent sur des îlots perdus en Grèce. Oui, en Grèce, il y a plein d'îles un peu perdues et complètement isolées. Avant, dans les années 60, elles étaient souvent habitées, notamment Kinaros. Il y avait plusieurs familles qui y vivaient, mais maintenant, un plus grand monde. On la voit? Où ça? C'est tout au fond, au loin, là-bas. On voit pas, là. On voit Kinaros, là? Ah. Ça bouge énormément, non? Vous avez l'air relax. Ça va pour le moment? C'est pas si mal, je trouve. Si ça reste comme ça, on est bon. J'adore les marins. Parce que, effectivement, là, c'est pas très confortable. Quand ça va dans tous les sens. Bon, très bien. Moi, je ne me repère qu'à une seule chose, c'est le sourire du pilote. Quand il a le visage détendu comme ça, je ne m'inquiète pas. Mais non, il n'y a pas à s'inquiéter, là. Et avec un bateau comme ça, il n'y a pas de danger. Et puis moi, je dis, tant que ça bouge, c'est que ça flotte. Tant que ça bouge, c'est que ça flotte. Bah oui, effectivement. Et ben, ça flotte bien, hein. Après 2 bonnes heures de « ça flotte bien, mais il faut quand même s'accrocher », c'est le soulagement. Et maintenant, on la voit bien. L'île de Kinaros. Ah, là? Il reste encore une demi-heure. Ça va, tout s'est bien passé. C'est bien passé pour vous, parce que moi, je regarde l'horizon, j'essaie de ne pas bouger, parce que... C'est ça, le prix de l'aventure. Sinon, aller à Kinaros n'aurait pas la même saveur. Kinaros est enfin là, la mer se calme, l'eau vire au turquoise, le soleil revient et pas grand monde à l'horizon. On sent que c'est pas très fréquenté, hein. C'est sûr, il n'y a pas grand monde. Ah, voilà quelqu'un. Bonjour. Kalimera. Ça va? On vous fait pas peur, on arrive pacifiquement. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu de bateau ici? 1 semaine. Je peux venir vous voir? Bah oui. Merci, hein. Caristo, vous partez pas, hein, vous m'attendez. Non, non, je t'attends. Kalimera. Vous avez l'air comme d'une reine face au port. Il me manque la couronne. Bonjour. Ça va? Ah bah vous avez l'air... Oui, je suis la reine Elisabeth. Vous avez l'air en pleine forme. Bah oui, et puis ici c'est beau. C'est beau? Et alors, il y a combien de... Je m'installe un peu. Hein. Il y a combien de personnes qui vivent ici? Il n'y a que moi. Toute seule? Oui, ça fait 10 ans. Mais t'es assis là. Alors maintenant, sur l'île, on est 2. J'arrive pas à le croire, mais vous êtes... Là, par exemple, vous avez vu personne depuis 1 semaine? Quand le temps est vraiment mauvais, parfois il peut se passer des mois sans que je vois âme qui vive. Vous êtes un peu comme Robinson Crusoe sur votre île, en fait. Eh oui, c'est la vie. Puisque notre destin nous a placés ici, c'est comme ça. Et là, c'est votre maison, là? C'est ça. Ça vous embête si je peux jeter un petit coup d'œil ou pas? Ben oui. C'est pas une grande villa de stars. Pas besoin d'invitation. On va voir. Donc c'est votre maison. Ah, vous avez la télé. Si je ne l'avais pas, je serais devenue folle. C'est à côté d'elle que je passe mes journées et mes nuits. Mais comment vous avez le courant? Heureusement, j'ai des panneaux solaires et des batteries au cas où. Les photos de la famille? Oui. Ça, c'est ma sœur. Et là, il y a ma fille et son mari.
Et ils sont où, toute cette famille? Mon fils habite à Kalymnos et ma sœur est à Amorgos. Et pourquoi vous restez là et vous n'êtes pas auprès d'eux? Ils ont leur vie, ils sont mariés. Quand je vais les voir dans leur ville, il y a des voitures partout. Et moi, je ne supporte pas le bruit. Au bout d'une semaine, ça m'ennuie. J'ai le mal de mon île. Et quand vous avez votre mal d'île, qu'est-ce qui vous manque de cette île? Quand je suis ailleurs, mon île me manque. Quand je suis sur mon île, rien ne me manque. Quand vous êtes ici, il n'y a rien qui vous manque. Ça m'épate quand même. Parce que moi, seul, tout le temps, je sais pas, j'ai l'impression que mes pensées tourneraient en rond, je deviendrais fou. C'est pas mon cas. Moi, du pain et de l'huile d'olive, et je suis heureuse. Du pain, de l'huile d'olive et c'est tout. Voilà. Oui, mais il y a aussi mes bêtes, mes poules qui me tiennent compagnie. Je suis tranquille ici. Vous êtes tranquille, mais vous avez quand même un fusil, là. Il y a des menaces? Il y a bien les Turcs. En vérité, personne ne vient m'embêter ici. Parce que les Turcs, ils sont pas très loin ici. C'est les ennemis. Je sens bien qu'ils la lorgnent, mon île. Elle est belle, ils la veulent. Et qu'est-ce qu'ils pourraient vouloir sur cette île, les Turcs? Qu'est-ce qui pourrait les intéresser? Parce que c'est désertique, c'est beau, c'est mystique aussi. Et tu sais, dès qu'ils l'auront pris, on aura du mal à les déloger. Et vous la défendriez? Tant que je pourrais. Donc vous surveillez les frontières de la Grèce. Vous êtes là, vigilante. Ben oui. Il n'y a plus que moi ici. Il y a bien l'ancien village tout là-haut. Mais il est abandonné. Alors j'y ai mis mes poules. Il y a vos poules qui habitent le village. Oui, je leur loue une maison. Je suis curieux, mais je peux aller voir vos poules qui habitent le village. Si tu veux, on va récupérer le loyer. On y va? Ça grimpe, là. Il est loin, le village? 1 kilomètre. 1 kilomètre? Un petit effort, on y est presque. C'est le village? Oui. Ah, dis donc, mais il est complètement détruit, ce village. Et il y avait combien d'habitants ici? Avant, il y avait 8 familles. Ah, mais joli. Venez, venez. Ah, bah oui, c'est un poulailler. Venez manger. Il y a des œufs. C'est la récolte des œufs. Et dis donc, c'est extrêmement chic comme poulailler, parce que c'est toute une maison individuelle, en fait. C'est pas chic. Il n'y a pas d'électricité ni d'eau courante. Qui veux-tu qui s'installe ici? Seule une folle, moi. En tout cas, c'est un endroit incroyable. Eh oui, t'as vu comme elle est belle, mon île. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous vous retrouvez toute seule sur cette île? Pourquoi tout le monde est parti? La plupart des vieux sont morts. Et leurs enfants, ils ont préféré partir à la ville. C'est comme ça. Et petit à petit, vous avez vu les gens partir, tout simplement. Moi aussi, je suis partie de cette île à un moment. Il n'y avait plus que mes parents et une famille. Et quand je suis revenue sur l'île, il ne restait que mon père. Et votre père est décédé par la suite, c'est ça?
Oui. Quand il est mort, je lui ai donné ma parole que j'allais prendre soin de l'île. Et 3 ans après, je suis revenue m'y installer pour de bon, toute seule. Et vous êtes toujours là pour respecter le serment de votre père? Prendre soin de l'île? Eh oui. Ma parole, je la tiens depuis plus de 10 ans. Et même si tu m'offres n'importe quoi pour cette île, je refuserai. J'y reste et j'y resterai toujours. Le jour où je quitterai cette île, c'est que je serai morte. Ah, dis donc. Eh bien, écoutez, c'est une belle rencontre. Je suis content de vous avoir rencontré. La Grèce a plusieurs visages. Il y a la délicieuse Grèce des vacances, des plages, des villages tout blancs et des vues paradisiaques. Et puis, il y a la Grèce de tous les jours, la Grèce des Grecs, celle qui a un sacré caractère. Alors, ne me demandez pas trop de choisir. J'adore les deux. Et je crois même que pour apprécier l'une, il faut découvrir l'autre. Ce pays est un peu comme les trains. Une Grèce peut toujours en cacher une autre.